Un événement inattendu a tout bouleversé. Une somme colossale de 5 milliards de francs CFA a été introduite discrètement au Burkina Faso dans une stratégie secrète. Un mouvement apparemment innocent mais d'une portée menaçante. Ibrahim Traoré se trouve face à un défi de taille alors que la stabilité du pays est menacée par des manœuvres invisibles. Comment réagir face à une ingérence aussi subtile quand chaque décision peut redéfinir le futur du pays? Ce qui semble être une opération simple cache des enjeux bien plus complexes. La question n'est pas seulement de comprendre pourquoi 5 milliards de francs CFA ont été introduits, mais d'examiner les conséquences de cette ingérence subtile. Ibrahim Traoré se retrouve à un carrefour décisif. Alors que l'indépendance du Burkina Faso est menacée par des forces extérieures, l'enjeu devient de protéger la souveraineté nationale tout en maintenant une stabilité fragile. Dans ce contexte, les décisions qui seront prises dans les prochains jours ne porteront pas uniquement sur la lutte contre l'influence étrangère, mais aussi sur l'avenir politique et économique du pays. Un petit faux pas pourrait suffire à enclencher une spirale de déstabilisation, modifiant à jamais l'équilibre du pouvoir. Mais une réussite pourrait restaurer la confiance et ouvrir la voie à une plus grande autonomie. Ibrahim Traoré sait que chaque mouvement doit être mûrement réfléchi, car le prix à payer pour une erreur est bien plus lourd que l'on pourrait imaginer. Le révélateur de l'opération secrète s'est produit à un moment crucial. Un intermédiaire étranger, avec une mallette contenant 5 milliards de francs CFA, a traversé les frontières pour rencontrer des officiers clés au Burkina Faso. Cette introduction discrète a déclenché une série d'événements qui allaient bientôt bouleverser les cercles sécuritaires du pays. Mais cette somme, précisément calculée, n'était pas un simple échange financier. C'était un test, une tentative d'influencer les forces stratégiques et de fragiliser la cohésion interne. Ce qui semblait au départ être une offre ordinaire de soutien politique cachait des intentions bien plus sombres. L'intermédiaire n'était pas seulement un porteur d'argent, mais un agent chargé d'introduire des discordes internes, en infiltrant les structures militaires et politiques sous couvert de promesses alléchantes. Ibrahim Traoré, en observant de près les indices, a rapidement compris l'ampleur de la menace. Plutôt que de répondre immédiatement par une répression violente, il a choisi une approche plus mesurée, mais tout aussi efficace. Une surveillance discrète et une collecte minutieuse d'informations. À travers des cafés isolés et des parkings, les soldats approchés ont joué leur rôle d'analyste, enregistrant chaque rencontre, chaque conversation. Ce n'était plus une question de réagir à une tentative isolée, mais de comprendre une stratégie plus large, de discerner un réseau caché qui œuvrait en coulisses pour redéfinir l'équilibre des pouvoirs. Ibrahim Traoré a rapidement compris que les événements ne se résumaient pas à une simple tentative d'achat de loyauté, mais qu'ils faisaient partie d'une manœuvre plus vaste. Les premiers signes de l'intrusion étrangère sont apparus sous forme de rencontres discrètes dans des lieux neutres. Des officiers stratégiques, qui jusque-là avaient été perçus comme des piliers de la stabilité, se retrouvaient confrontés à une proposition qu'ils ne pouvaient ignorer, un soutien financier massif et une promesse de stabilité politique. Mais cette aide n'était pas ce qu'elle paraissait. Chaque détail, chaque phrase prononcée par l'intermédiaire révélait des intentions cachées. Ce n'était pas simplement de l'argent qui était offert, mais un levier psychologique, destiné à tester la loyauté de l'armée et à fragiliser la hiérarchie existante. Les soldats impliqués, bien que conscients de la pression exercée sur eux, ont joué un rôle crucial en enregistrant chaque information, en dissimulant leur méfiance et en recueillant des détails qui se révéleraient vitaux pour démanteler le réseau. Ces premiers échanges ont montré que l'objectif n'était pas seulement de corrompre, mais de semer la division, de mettre en place des zones grises où la loyauté serait mise à l'épreuve. Les soldats, expérimentés dans les zones de conflit, comprenaient que la véritable bataille ne se jouait pas sur le terrain, mais dans les couloirs des décisions stratégiques. L'histoire prend un tournant majeur lorsque l'intermédiaire étranger fait sa première apparition dans la capitale. Le scénario semblait simple au départ. Une rencontre informelle, un soutien financier présenté comme une aide à la transition politique. Mais dès les premières conversations, il devient évident que l'opération vise bien plus que la simple diplomatie. Les promesses de stabilité sont en réalité un moyen de manipuler les structures internes du pouvoir, un jeu subtilement orchestré pour tester la loyauté des officiers clés. Cette tentative discrète devient ainsi un terrain d'expérimentation pour un réseau qui cherche à introduire une déstabilisation progressive. Les mois suivants sont marqués par une série de déplacements discrets, chacun soigneusement orchestré.
Les rencontres se tiennent dans des cafés isolés, des parkings déserts et des hôtels fréquentés par des expatriés, des lieux où la neutralité apparente permet d'éviter les regards curieux. À chaque étape, les soldats approchés, habitués à travailler dans des conditions difficiles, semblent hésiter. Pourtant, cette hésitation n'est que de la stratégie. En feignant de considérer l'offre, ils accumulent des informations cruciales qui permettront à l'enquête de se développer. À mesure que l'enquête avance, il devient évident que les intentions de l'intermédiaire ne sont pas simplement financières. Le but est de créer des failles dans la structure militaire et politique du pays. Les informations recueillies permettent de comprendre que les relayeurs internationaux cherchaient à exploiter ces failles, à tester les fragilités du système pour y introduire des divergences. Les indices convergent rapidement. Il ne s'agissait pas d'un simple achat de loyauté, mais d'une tentative de déstabilisation systématique. Le retournement survient lorsque l'intermédiaire finit par mentionner un financement imminent et une préparation médiatique. Les soldats réagissent instantanément, relayant les informations aux autorités. Le réseau, jusqu'ici presque invisible, commence à se dévoiler sous un jour inquiétant. Les services de sécurité burkinabés, après avoir minutieusement examiné les flux financiers et les communications cryptées, réalisent qu'ils font face à une tentative bien coordonnée de manipulation des structures de pouvoir. Ce qui semblait être une simple intrusion financière se transforme peu à peu en un complot de grande envergure. Des liens sont établis entre les fonds mystérieux, les conversations secrètes et les efforts pour diviser l'armée. Les autorités prennent une décision radicale: neutraliser l'opération avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Le signal est donné, l'attaque est lancée. Le complot est démantelé avec une précision chirurgicale. Les réactions sont immédiates. Les médias locaux diffusent la nouvelle en boucle, les citoyens réagissent en masse. L'affaire, loin de se limiter à une simple tentative de corruption, devient un symbole de la vulnérabilité du pays face à l'ingérence extérieure. Les preuves recueillies montrent non seulement l'intensité de la manipulation, mais aussi l'étendue du réseau, révélant des connexions bien plus profondes que ce qui avait été initialement envisagé. L'enquête qui suit le démantèlement du complot révèle des données clés qui transforment une simple affaire de corruption en une analyse complexe de l'ingérence. Le premier ensemble de données concerne les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA ont circulé par des comptes liés à des ONG écrans. Cette somme anormalement élevée, bien que prétendument destinée à des projets humanitaires, montre clairement l'utilisation de fausses organisations pour dissimuler les mouvements financiers. Les fonds ont été transférés rapidement à travers plusieurs pays voisins, sans qu'aucune justification valable ne puisse être fournie pour leur origine ou leur destination. Cette information est cruciale, car elle démontre que l'opération n'était pas seulement un échange d'argent, mais une tentative délibérée de pénétrer les structures financières du pays sous des apparences légales. Le deuxième ensemble de données se concentre sur les communications entre les agents impliqués. En moins de 3 semaines, 32 appels cryptés ont été enregistrés entre les agents arrêtés et leurs contacts à l'étranger. Ces échanges ont eu lieu à des moments stratégiques, coïncidant avec des événements importants sur le terrain, comme les tentatives de déstabilisation des convois militaires dans le nord. L'intensité et la fréquence de ces communications suggèrent une coordination très rapprochée entre les membres du réseau. De plus, le calendrier de ces appels indique que l'ingérence n'était pas ponctuelle, mais s'inscrivait dans une stratégie à long terme visant à préparer le terrain pour une transition politique. Le troisième indicateur concerne la réaction nationale à l'affaire. En moins de 48 heures, plus de 1,2 million de messages de soutien ont circulé sur les réseaux sociaux, soulignant l'ampleur de la prise de conscience publique. Cette mobilisation massive montre que la population ne perçoit pas cet incident comme un simple scandale, mais comme une attaque directe contre la souveraineté du pays. Le soutien populaire devient un facteur clé dans le rétablissement de la stabilité interne. Cette mobilisation citoyenne ne se limite pas à un soutien passif, mais s'accompagne d'une volonté manifeste de défendre la cohésion nationale contre toute forme d'ingérence extérieure. Ces trois ensembles de données permettent de dresser un portrait détaillé de la manière dont l'opération s'est déployée. Non seulement ils montrent les mécanismes financiers et communicationnels utilisés pour influencer les structures de pouvoir, mais ils révèlent aussi une tentative bien orchestrée de manipuler l'opinion publique.
La convergence de ces informations établit clairement que l'ingérence ne reposait pas uniquement sur l'argent, mais sur une coordination méticuleuse entre des acteurs internationaux et locaux. Ces données transforment une simple tentative d'achat de loyauté en un complot bien plus vaste, visant à redéfinir les rapports de force au sein du pays. L'analyse de l'affaire révèle deux perspectives opposées sur la façon de gérer l'ingérence étrangère au Burkina Faso. La première, soutenue par plusieurs chancelleries occidentales et certains experts internationaux, affirme qu'une rupture trop brusque avec les partenaires historiques risquerait de nuire davantage à un pays déjà fragile. Cette vision plaide pour un maintien des relations avec les alliés étrangers, tout en réévaluant les modalités de coopération pour éviter les abus. Selon cette approche, les financements internationaux et les partenariats sont des piliers essentiels pour la stabilité du pays et une rupture brutale pourrait affaiblir les institutions internes, déjà sous pression. En revanche, la deuxième position, portée par de nombreux chercheurs africains et des acteurs politiques locaux, soutient qu'une dépendance continue vis-à-vis des puissances extérieures expose le Burkina Faso à un contrôle indirect limitant sa souveraineté. Il souligne que l'influence extérieure, loin de stabiliser le pays, crée un terrain fertile pour les ingérences et la manipulation des processus internes. Selon cette perspective, l'événement de la mallette n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'un système qui, sous couvert de soutien, impose des contraintes et des conditions qui fragilisent l'autonomie du pays. Cette école de pensée soutient que pour garantir la stabilité durable, le Burkina Faso doit réduire sa dépendance et renforcer ses structures internes en cherchant à établir des partenariats basés sur l'autonomie et la réciprocité, plutôt que sur une soumission aux puissances extérieures. Les deux positions sont valables dans leur contexte, mais elles ne peuvent être appréhendées séparément. L'enjeu réside dans la capacité du Burkina Faso à trouver un équilibre entre la préservation de sa souveraineté et la nécessité de coopérer avec des partenaires extérieurs. Ce compromis ne peut être atteint sans une remise en question des structures de pouvoir et une gestion plus rigoureuse des relations internationales. C'est dans cette dynamique que la position d'Ibrahim Traoré devient essentielle. Une ligne ferme mais mesurée, capable de concilier la protection des intérêts nationaux et la prudence stratégique face aux pressions extérieures. Ibrahim Traoré le résume ainsi: le véritable danger ne réside pas dans l'argent saisi, mais dans les logiques invisibles et ce qui cherche à remodeler l'avenir du pays. Ces mots d'Ibrahim Traoré résonnent alors que l'affaire prend une tournure inattendue. L'intervention rapide et précise des forces de sécurité a non seulement empêché une tentative de manipulation, mais a également mis en lumière un réseau plus vaste d'influences extérieures. À ce stade de l'enquête, la menace qui pèse sur la souveraineté du Burkina Faso n'est plus une question de simples agents externes, mais d'une architecture complexe de forces cherchant à redéfinir l'équilibre interne du pays. Ce qui semblait être une intrusion isolée se révèle être une tentative calculée et coordonnée visant à modifier les structures de pouvoir. À mi-parcours, une vérité essentielle s'impose. L'ingérence ne se limite pas à des actions visibles comme des transferts d'argent ou des rencontres secrètes. Il s'agit de forces plus subtiles, utilisant des leviers financiers, politiques et médiatiques pour altérer les priorités et les choix nationaux. La stabilité du pays ne dépend plus seulement de la gestion des crises visibles, mais de la capacité à détecter et contrer ces influences discrètes mais puissantes. L'affaire, bien qu'apparue comme un incident isolé, a eu des répercussions profondes sur plusieurs niveaux du pays. Sur le plan national, la révélation du complot a entraîné une prise de conscience immédiate, non seulement des autorités, mais aussi de la population. Le soutien populaire à l'action des forces de sécurité, illustré par la circulation de plus de 1,2 million de messages de soutien sur les réseaux sociaux en moins de 48 heures, a renforcé la cohésion nationale. La population a compris que ce n'était pas seulement une attaque contre le gouvernement, mais contre la souveraineté du Burkina Faso dans son ensemble. Ce soutien massif a permis de restaurer la confiance dans les institutions, créant un front uni face aux ingérences extérieures. Ce sentiment de solidarité nationale a joué un rôle déterminant dans la mobilisation interne, remplaçant un climat de méfiance diffuse par une volonté collective de préserver l'indépendance du pays. Sur le plan économique, l'affaire a mis en lumière les vulnérabilités dans les flux financiers internationaux. Les tentatives de manipulation par le biais d'ONG écrans et de sociétés écrans ont révélé l'importance de contrôler ces circuits pour prévenir toute forme d'ingérence financière. En réponse, le gouvernement burkinabé a accéléré les réformes des contrats miniers
augmentant les recettes fiscales et réorientant les investissements étrangers vers des projets plus transparents. Ces mesures ont permis de renforcer l'autonomie économique du pays, réduisant ainsi la dépendance aux puissances extérieures. Les entreprises étrangères opérant dans le pays ont été forcées de revoir leurs pratiques, et un environnement plus strict a été mis en place pour éviter de futures manipulations. La société burkinabé a également réagi en profondeur. Le complot déjoué a agi comme un catalyseur pour de nombreuses initiatives locales. Dans les quartiers populaires, les écoles et les associations, un véritable mouvement de prise de conscience a émergé, porté par une nouvelle génération déterminée à protéger la souveraineté nationale. Les citoyens se sont engagés dans des projets civiques et des activités communautaires, renforçant le tissu social à la base. Cette réactivation du sens civique a eu un impact direct sur la stabilité interne, contribuant à une dynamique de vigilance partagée contre toute tentative de déstabilisation. Enfin, sur le plan régional et international, l'affaire a eu des répercussions sur l'ensemble de la région du Sahel. Le Mali et le Niger, en particulier, ont salué la rapidité et l'efficacité de la réaction burkinabé, voyant dans cet épisode une preuve que les réseaux d'ingérence peuvent être identifiés et neutralisés lorsque la cohésion interne est forte. Cette solidarité régionale a renforcé les relations entre ces pays, donnant naissance à de nouvelles initiatives de coopération sécuritaire et économique. À l'échelle internationale, les chancelleries occidentales ont adopté une attitude plus prudente face à la démonstration de résilience du Burkina Faso. L'affaire a permis au pays de redéfinir son rôle dans la région, passant d'un État perçu comme vulnérable à un acteur déterminé à défendre sa trajectoire. Trois scénarios plausibles se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso à la lumière des événements récents. Le premier scénario envisage une consolidation progressive des institutions et une gestion mesurée des relations internationales. Le pays continue à renforcer ses structures internes, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Les réformes économiques, telles que la renégociation des contrats miniers et le renforcement des contrôles sur les flux financiers, produisent des résultats positifs à moyen terme, avec une croissance modérée mais stable. Dans ce scénario, le Burkina Faso maintient un équilibre précaire entre coopération et autonomie, ne cherchant pas à rompre avec ses partenaires historiques, mais à imposer de nouvelles conditions de partenariat. Le processus est lent, mais chaque étape renforce l'indépendance du pays. Un deuxième scénario, plus optimiste, prévoit un rapprochement renforcé entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Cette coopération régionale pourrait se traduire par une mutualisation des ressources, une coordination accrue des politiques sécuritaires et des projets économiques communs. Le Burkina Faso, en s'intégrant davantage dans des réseaux régionaux, pourrait profiter d'une plus grande stabilité économique et géopolitique, tout en réduisant sa vulnérabilité aux pressions extérieures. Ce scénario favorisera une croissance plus rapide, car il permettrait au pays de diversifier ses sources noires de financement et de renforcer son positionnement régional. Une telle dynamique offrirait également une meilleure capacité à résister aux ingérences extérieures, grâce à l'unité régionale. Le troisième scénario, plus sombre, envisage une aggravation des tensions internes et une pression accrue de la part des puissances extérieures. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait être confronté à de nouvelles tentatives de déstabilisation, avec des réseaux d'influence cherchant à exploiter les divisions internes. Les conséquences économiques et sociales d'une telle situation seraient graves, avec une possible contraction économique et des vulnérabilités sociales accrues. Ce scénario pourrait également aboutir à un isolement diplomatique avec des sanctions externes et un renforcement des campagnes de déstabilisation interne. Cependant, même dans ce cas, les capacités de résistance du pays pourraient être testées et misées à l'épreuve, avec la possibilité de surgir plus fort en repoussant ces tentatives. La clé pour naviguer entre ces scénarios réside dans la gestion stratégique des relations internationales et l'efficacité des réformes internes. Le Burkina Faso devra équilibrer la nécessité de maintenir des partenariats internationaux tout en renforçant ses structures internes pour préserver sa souveraineté et sa stabilité à long terme. L'affaire de l'ingérence étrangère et de l'opération secrète déjouée n'a pas seulement marqué le Burkina Faso sur le plan politique et économique, elle a aussi résonné profondément au sein de la population. Les événements ont mis en lumière la fragilité de la souveraineté nationale et ont déclenché une prise de conscience collective qui ne se limite pas aux cercles gouvernementaux, mais touche chaque citoyen.
L'engagement des forces de sécurité, le soutien massif des citoyens et la mobilisation des jeunes ont prouvé que la souveraineté du pays est désormais une priorité pour tous, des plus hautes autorités aux citoyens ordinaires. Ce changement de perception est d'autant plus significatif qu'il touche les jeunes, souvent perçus comme les plus vulnérables aux influences extérieures. Les jeunes, conscients des enjeux de l'indépendance nationale, se sont rapidement impliqués dans la vie civique, rejoignant des initiatives locales, des associations et des mouvements de solidarité. Leur participation n'est pas seulement symbolique, elle traduit un désir profond de prendre part à la construction du pays, de le protéger contre les tentatives d'ingérence et de renforcer sa stabilité intérieure. De plus, dans les quartiers populaires et les zones rurales, l'histoire a trouvé un écho particulier. Les habitants ont compris que la stabilité politique est indissociable de leur vie quotidienne, de leur travail agricole, de leur commerce et de leurs activités communautaires. La protection de la souveraineté nationale, perçue comme une garantie de leurs droits et de leur bien-être, est devenue une cause partagée, transcendant les barrières sociales et économiques. Ce phénomène a créé un sentiment d'appartenance plus fort que jamais, incitant à l'unité nationale et à la vigilance partagée contre toute forme de déstabilisation. L'impact de cette prise de conscience collective dépasse les frontières du pays. À travers l'engagement populaire et la cohésion retrouvée, le Burkina Faso a montré au monde qu'une nation soudée peut résister aux pressions extérieures et préserver son autonomie. Cette dynamique pourrait devenir un modèle pour d'autres pays de la région, renforçant la coopération et l'unité face aux défis géopolitiques contemporains. Face aux tentatives d'ingérence et aux défis internes, le Burkina Faso se doit de développer un plan de réponse stratégique visant à renforcer ses institutions et sa souveraineté. La première étape consiste à intensifier la lutte contre les réseaux d'influence étrangers en renforçant les contrôles sur les ONG écrans et les sociétés écrans opérant sur le territoire. Cela inclut la mise en place d'audits financiers réguliers et de mécanismes de vérification des fonds internationaux, afin d'éviter toute manipulation cachée sous couvert de projets humanitaires ou de développement. La transparence dans la gestion des finances publiques et des investissements étrangers sera essentielle pour garantir l'intégrité des institutions. La deuxième étape implique de renforcer la coopération régionale avec des partenaires comme le Niger et le Mali, en développant des plateformes communes de surveillance et de partage d'informations sur les menaces géopolitiques. Une telle coopération permettrait de mutualiser les ressources, de coordonner les actions de sécurité et de faire face plus efficacement aux ingérences extérieures. En outre, il est crucial de favoriser les investissements régionaux axés sur des projets d'infrastructure et de développement durable qui renforceront l'autonomie économique du pays tout en consolidant les liens entre les nations voisines. La troisième étape concerne l'éducation et la sensibilisation de la population à la vigilance citoyenne. Des programmes de formation sur les menaces hybrides, la désinformation et la défense de la souveraineté nationale devraient être intégrés dans le système éducatif à tous les niveaux. Ces initiatives renforceront le sentiment de responsabilité collective et d'engagement civique, en particulier chez les jeunes générations. Ce programme d'éducation civique contribuera à forger une résilience nationale face aux tentatives de déstabilisation, en créant une société plus consciente et plus active dans la protection de ses valeurs. Ce plan de réponse nécessite un leadership fort et une mobilisation de tous les secteurs de la société pour garantir la sécurité, l'autonomie et la stabilité du Burkina Faso dans les années à venir. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial, un moment décisif où la protection de la souveraineté nationale est devenue l'affaire de tous. Ibrahim Traoré, par sa fermeté et sa sagesse, a su guider le pays à travers cette épreuve, montrant que la vigilance et l'unité sont les piliers d'une nation résiliente. À travers cette crise, une vérité s'est imposée. La cohésion nationale ne réside pas seulement dans les décisions politiques, mais dans l'implication de chaque citoyen, dans la capacité de chacun à défendre les valeurs et les intérêts de son pays. Ce n'est pas un combat isolé, mais un engagement collectif qui, jour après jour, forge la force de la nation. L'histoire de cette ingérence déjouée deviendra un modèle de résistance non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un acquis permanent, mais une réalité vivante qui se défend à chaque instant. Dans chaque geste de solidarité, chaque action citoyenne, se trouve l'espoir d'un futur plus stable, plus autonome et plus uni. Cette épreuve a révélé une force cachée dans le peuple burkinabé, une force qui ne demandait qu'à être révélée pour défendre la patrie.
Le véritable test ne réside pas dans les menaces extérieures, mais dans la capacité du peuple à rester soudé face à l'adversité. La situation actuelle du Burkina Faso, bien que difficile, est aussi une opportunité pour réfléchir à la place que chacun de nous occupe dans la protection de notre souveraineté. Ce n'est pas seulement le rôle des autorités ou des institutions de défendre notre indépendance, mais celui de chaque citoyen, chaque acteur de la société. Nous devons tous nous engager à renforcer cette unité nationale qui a fait sa force dans l'épreuve. Chacun de nous, à son échelle, peut contribuer à la résistance face à toute tentative de déstabilisation, que ce soit à travers des actions citoyennes, la participation à des débats publics ou l'encouragement de pratiques transparentes, nous avons tous un rôle à jouer. L'avenir du Burkina Faso dépend de cette vigilance partagée et de notre capacité à transformer les défis en opportunités. Ensemble, nous pouvons faire de notre nation un modèle de résilience et de prospérité. Alors, comment contribuez-vous à cette dynamique de défense nationale? Quels sont les pas que vous êtes prêts à franchir pour assurer la stabilité et l'avenir du pays? C'est à nous de décider ensemble de ce que sera notre avenir.